Typologie et comparaison. Essayons de voir comment cette guerre s'est peu à peu banalisée. Et prenons les 3 derniers siècles, 17, 18, 19, plus effectivement un 4e siècle, qui est le 20e siècle, qui va être, je vais vous le montrer, le siècle des guerres. Commençons en gros en 1648, c'est-à-dire 3 siècles et demi. En gros, on apprend que depuis 1648, se sont déroulées en Europe quelques 500 guerres. 500 guerres depuis 1648. 500 guerres, mais on en recense 80 au XVIIIe siècle, 170 au XIXe siècle, 260 au XXe siècle. Alors évidemment, vous me direz, et à juste titre, qu'il y avait au XXe siècle beaucoup plus d'États, et donc que c'est normal que le nombre de guerres soit venu à grimper. Ben oui, mais justement, cette corrélation qu'il y a entre l'accroissement du nombre des États et le nombre de guerres montre le lien étroit qu'il y a entre ces deux notions. Si maintenant nous continuons cette statistique, depuis 1945, on compte une dizaine de guerres dans les années 50, une vingtaine dans les années 60, une quarantaine dans les années 80. C'est dire qu'à mesure qu'on s'est installé dans cette après-Seconde Guerre mondiale, le jeu de la guerre, d'abord bridé, s'est à nouveau imposé jusqu'à prendre une dimension, une variété comme jamais connue auparavant. Contrairement à une idée reçue, la guerre n'a pas reculé. La guerre s'est diversifiée, mais la guerre tend à se généraliser à l'ensemble des espaces qui constituent notre planète et à l'ensemble des jeux de concurrence qui caractérisent les rapports internationaux aujourd'hui. La guerre s'est peu à peu retirée de l'Europe après 1945, sauf exceptions remarquables, comme le conflit de l'ex-Yougoslavie ou quelques autres conflits, mais qu'en revanche, la guerre s'est substantiellement renforcée dans les autres parties du monde. Si on passe maintenant à cet autre aspect qu'il faut prendre en compte tout de suite, l'aspect du coût humain d'abord, bien sûr, et coût économique. Nous revenons à l'homme de tout à l'heure, Quincy Wright. Quincy Wright s'est lancé dans une entreprise compliquée, dans l'ouvrage que je vous ai indiqué, A Study of War, dans un travail de quantification. Il faut être très prudent, extrêmement prudent, lorsqu'on se lance dans ce que très cyniquement, on appelle la nécrométrie, c'est-à-dire le calcul du nombre de morts par guerre. Pourquoi faut-il se méfier ? Pour une raison très simple, c'est que cette notion paraît évidente, elle ne l'est pas du tout. Qu'est-ce qu'une victime de guerre ? Est-ce que c'est le soldat tué au combat ? Les civils victimes de bombardements ? Est-ce que ce sont ceux qui sont tombés suite à l'usage de la force ou qui ont développé une maladie et dont il faut comptabiliser la disparition, le décès, quelquefois de nombreuses années plus tard ? Est-ce qu'une victime de la guerre, c'est une victime directe, c'est-à-dire quelqu'un qui a été touché par la force, ou une victime indirecte ? Des enfants, par exemple, mourant faute de soins, cette absence de soins étant imputable au conflit guerrier. Est-ce qu'il faut tenir compte de tous les effets indirects de la guerre, notamment d'appauvrissement économique, de difficultés d'alimentation des populations, de crise sanitaire, d'épidémie ? On sait le rôle
de la grippe espagnole à la fin de la Première Guerre mondiale? Faut-il l'intégrer au calcul global ou pas? Il faut donc être très prudent, et je vous le dis d'autant plus que vous serez nécessairement un jour confronté à des chiffres souvent très différents d'un livre à l'autre consacrés à cette sinistre nécrométrie. En revanche, ce que l'on sait, quelle que soit la méthode utilisée, et ça c'est très important, c'est que si nous commençons notre décompte avec 1648, comme je vous invitais à le faire tout à l'heure, 90%, j'ai bien dit 90%, des morts par guerre depuis 1648 sont morts au XXe siècle. C'est-à-dire que si le nombre de guerres est venu à augmenter avec le XXe siècle, le nombre de victimes de la guerre s'est renforcé de manière extraordinairement substantielle avec ce que l'on appelle la modernité politique. Avec le XXe siècle, déjà un peu avec le XIXe siècle, on voit la guerre se transformer profondément en se socialisant. La guerre classique, c'était une guerre de professionnels, c'était une guerre de soldats, qui pouvaient bien entendu déborder sur les sociétés en créant des épidémies, des famines et tout ce que vous voulez, mais c'était une guerre entre militaires. Et c'était souvent d'ailleurs un genre aristocratique, privilégié, notamment en décomptant ceux qui avaient le droit, le privilège, comme vous le savez, de combattre à cheval. Aujourd'hui, la guerre, elle est totalement socialisée, elle est entrée dans la société. Elle est entrée dans la société par deux truchements. Le premier, c'est les modifications de l'armement. L'armement moderne, notamment les bombardements, et on fait référence notamment à ceux de la Seconde Guerre mondiale, font que la distinction entre civils et militaires vient à s'estomper, que les civils sont même de plus en plus les premiers exposés aux faits de guerre, bien plus que les militaires, davantage protégés. Une véritable inversion. Mais le deuxième truchement, c'est que peu à peu, avec la montée de l'idée de nation, les peuples découvrent la guerre et découvrent que la guerre les concerne directement. Si vous prenez la guerre de la Ligue d'Augsbourg, la guerre de Hollande, la guerre de dévolution, la guerre de succession d'Autriche, la guerre de succession d'Espagne, la guerre de succession de Pologne, etc., etc., celle-ci n'intéressait pas l'opinion publique qui n'existait d'ailleurs pas. Celle-ci n'intéressait pas la société. Le grand tournant, ce sont les guerres de la Révolution et de l'Empire. Les guerres de la Révolution où cette fois-ci on faisait la guerre, non pas pour se mesurer à la puissance d'en face, au monarque d'en face, aux cousins, mais on faisait la guerre pour libérer les peuples. Et puis, avec l'Empire, on faisait la guerre pour refaçonner les nations. On a l'habitude de dire, et je crois que c'est très vrai, que la bataille d'Iéna, 1806, une des grandes batailles de l'empereur Napoléon, a été à l'origine du sentiment national allemand. C'est-à-dire, d'une part, d'un sentiment d'humiliation chez les Prussiens battus et d'identification à ces Allemands non prussiens qui se considéraient comme indirectement victimes de cette guerre. Et donc, peu à peu, la guerre de confrontation de puissance est devenue confrontation de peuple, est devenue confrontation de peuple. C'est tout autre chose, c'est pas très hobbesien, c'est pas très clausewitzien. Et si vous prenez ces trois guerres franco-allemandes qui se sont succédées, 1870, 1914, 1939, c'était bien des guerres qui opposaient des peuples. Et donc, on entrait dans l'intimité sociale de la guerre. Et pour continuer dans cette idée, je vous rappellerai ou je vous dirai des choses qui peut-être vous ont échappé. Une bataille pendant la guerre de 100 ans faisait au pire 2000 morts. 2000 morts. Une bataille moderne, elle compte les victimes par dizaines de milliers de morts.
C'est-à-dire que cette bataille moderne, elle va entrer dans l'intimité de la vie sociale. Comme on nous dit et redit en ce moment avec les commémorations, il n'y a pas une famille française qui n'ait été touchée par la Première Guerre mondiale. De ma génération, les grands-pères étaient tous au mieux revenus de Verdun, au pire ils y étaient restés quelquefois sans sépulture. Donc il y a une transformation très très forte qui explique que les guerres à chiffres catastrophiques sont des guerres modernes. Il y a eu 20 guerres depuis toujours mon 1648 qui ont fait plus d'1 million de morts. Eh bien, sur ces 20 guerres qui, depuis 1648, ont fait plus d'1 million de morts, 15 ont eu lieu après 1900, après le début du XXe siècle. C'est-à-dire, la mort massive appartient bien à notre contemporanéité, appartient bien à notre temps. La Première Guerre mondiale, 13 millions de morts, la Seconde Guerre mondiale, 60 millions de morts. Et ne croyez pas que ce soit fini. Et c'est un autre aspect sur lequel je voudrais, mesdames et messieurs, attirer votre attention. La coexistence pacifique, si douce, qui nous aurait, dit-on, permis de faire l'économie de la guerre. Cette paix que, paraît-il, nous aurions inaugurée en 1945. Eh bien, la coexistence pacifique, elle a fait 36 millions de morts sur la planète. 36 millions de morts. N'oubliez pas la guerre de Corée, près de 5 millions de morts à elle seule, la guerre de Corée, dont 33 000 militaires américains. La guerre du Vietnam, à elle seule, 3,5 millions de morts, dont 58 000 soldats américains. Alors pourquoi je vous oppose à chaque fois le nombre total de morts et le nombre de morts américains? Parce qu'apparaît une nouvelle idée, et qui est très importante, à savoir que les victimes des guerres modernes sont plus au sud qu'au nord. Ça, c'est aussi un autre aspect de la réalité d'aujourd'hui. Les morts sont au sud. Ce qui veut dire quelque chose d'absolument fondamental sur laquelle je voudrais attirer votre attention. La guerre ne fait plus beaucoup de dégâts humains au sein des vieilles puissances. On compte en gros en Europe 15 morts pour 1 million pour fait de guerre depuis 1945, alors que le chiffre est de 373 pour 1 million en Afrique. Il n'y a pas d'égalité humaine en matière de victimes de guerre. C'est très important. On voit poindre à l'horizon cette dualité de monde, un monde en paix, un monde en guerre. Et pensez bien à une chose, parce que là, on est au centre des contradictions de l'espace mondial. C'est que pour la première fois depuis 1648, ma date fétiche, pour la première fois depuis 1648, l'Europe n'est plus le champ de bataille du monde. Mais la contradiction, c'est qu'il y a une telle intimité entre l'histoire de la guerre et l'histoire de la diplomatie occidentale, que la diplomatie occidentale a du mal à se désintéresser de la guerre et est instinctivement portée à se projeter sur la guerre des autres. On en sait quelque chose en France, avec la Syrie, avec la Libye, avec le Mali. C'est intéressant cette affaire, de voir le champ de bataille bouger et les diplomaties, elles, rester et camper dans leur vieille position. Coût économique. Alors, c'est presque cynique de parler de coût économique, de coût financier quand on a parlé de coût humain. Mais quand même, la guerre du Golfe, 1991, on dit plusieurs centaines de milliards de dollars, peut-être 300, 400 milliards de dollars. La guerre en Irak, même s'il est difficile de chiffrer et que là aussi les critères peuvent varier,
on s'accorde à considérer qu'elle a coûté au Trésor américain 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars. Oserais-je, mesdames et messieurs, vous rappeler que le budget annuel des opérations de maintien de la paix des Nations Unies est de 7 milliards de dollars. Le monde entier dépense par an 7 milliards de dollars pour faire la paix. Les États-Unis ont dépensé 1000 milliards de dollars rien que pour faire la guerre en Irak. Et on pourrait ainsi continuer à donner des exemples. Et pourquoi je vous dis ça? Ce n'est pas seulement pour dire que la guerre, ça coûte cher. Au moment où la France est de plus en plus prompte à participer à tout un tas d'opérations militaires, avec des difficultés budgétaires qu'on connaît, donc ça va devenir un vrai problème de débat public en France, mais bien au-delà de la France, se pose peut-être la plus sérieuse lueur d'espoir. Si finalement la guerre c'était trop cher pour la faire, est-ce que la guerre est économiquement rentable? Quand on voit le cheminement de la pensée diplomatique et militaire aux États-Unis, quand on écoute un homme comme Barack Obama, on peut au moins se poser la question de savoir si à travers les expériences afghanes, irakiennes, pour parler du Vietnam bien plus ancien, n'apparaît pas l'idée de l'illogisme de la guerre, de l'illogisme de l'intervention militaire. Vous savez, l'homme politique ne devient jamais vertueux par charité, ni même par noblesse d'âme. L'homme politique devient vertueux par utilité. Ça coûte tellement cher la guerre que peut-être vaut-il mieux se payer autre chose.